Une entreprise productrice d'énergie en Allemagne peut-elle être tenue responsable des risques d'inondation de la maison d'un paysan péruvien? C'est la question épineuse qu'a dû trancher la justice allemande à la suite de l'action en justice intentée par un agriculteur péruvien qui soutenait que l'entreprise productrice d'électricité installée en Allemagne, et non au Pérou, devait être tenue responsable des risques d'inondation de sa maison liés à ses yeux à la fonte d'un glacier proche à cause du dioxyde de carbone émis par la dite entreprise. La justice allemande, dans cette affaire, sans pour autant donner raison aux paysans péruviens, a néanmoins reconnu le principe d'une responsabilité mondiale des énergéticiens. Ce jugement du 18 mai, rendu le 18 mai, anticipait d'une certaine manière l'avis du 23 juillet 2025 émis par la Cour internationale de justice qui estimait que la violation des obligations climatiques constitue un fait internationalement illicite engageant la responsabilité des États. J'invite Christina Moreau à me rejoindre pour animer la dernière séquence consacrée à l'action des magistrats en matière de négociation internationale, mais aussi au contentieux international de l'environnement. Alors, chère Christina, avant d'intégrer le corps de la magistrature, vous étiez professeur agrégé des facultés de droit, tout particulièrement intéressé au droit pénal, à la procédure pénale, au droit pénal comparé, au droit pénal de l'Union européenne et au droit pénal international. Vous êtes magistrate depuis le 1er décembre 2017 et avez exercé des fonctions en juridiction et en administration centrale. Vous êtes délégué aux affaires européennes et internationales auprès du secrétaire général du ministère de la Justice depuis le 1er octobre 2024 et je vous cède la parole. Parce qu'il marche. Il marche. Alors, merci beaucoup. Et j'appelle tout de suite les intervenants des deux tables rondes pour cette séquence sur la justice environnementale au-delà des frontières à se joindre à moi autour de la table et je vous présenterai. Mais avant même de vous présenter, juste quelques mots. Depuis tout à l'heure, depuis 14 heures, plusieurs intervenants l'ont rappelé. L'environnement, la protection de l'environnement ne s'arrête évidemment pas à nos frontières naturelles et qu'il s'agisse de la protection de l'environnement ou de l'environnement lui-même, il constitue un enjeu majeur pour les politiques publiques et pour la justice, y compris dans leur dimension européenne et internationale. Il nous a paru donc évident d'avoir, lors de ce colloque, dans le cadre de ce colloque, une troisième séquence sur la justice environnementale au-delà des frontières. Le secrétariat général est particulièrement impliqué sur ce sujet. Nous organisons sans cesse des événements, notamment à l'étranger. Nos magistrats de liaison sont très investis dans ce domaine, que ce soit à Tunis, que ce soit à Alger, que ce soit à Rabat ou encore à Brasilia. Il porte le modèle, les réflexions et le modèle de la justice environnementale en matière civile ou en matière pénale sur leur zone de compétences. Et nous participons également à des projets financés par l'Union européenne qui nous permettent d'envoyer nos magistrats spécialisés à l'étranger. Je pense notamment à un projet Bravo 3 financé par l'Union européenne qui nous a permis d'envoyer 6 magistrats en Ukraine sur la thématique de la justice environnementale récemment. Mais l'investissement du secrétaire général porte aussi sur les recherches en droit comparé, notamment dans ce domaine, puisque depuis 2019, nous constatons que les études de droit comparé en matière de protection de l'environnement se multiplient et ont touché des sujets aussi diversifiés que la spécialisation des parquets et des juridictions, sujet qui a été évoqué tout à l'heure, le droit constitutionnel de l'environnement, la convention judiciaire d'intérêt public, l'affectation des sanctions et la remise en état environnemental. Et puis nous constatons plus généralement que les enjeux environnementaux constituent des enjeux importants dans les relations diplomatiques bilatérales dont nous tenons compte dans nos relations avec des ministères de la justice étrangers. Mais bien évidemment, l'investissement du ministère de la Justice, et pas seulement du secrétaire général, va au-delà de ces actions
et de la coopération technique, de la diplomatie judiciaire. Le ministère de la Justice assure une participation active dans les négociations des textes européens et internationaux, et pour ce faire, il a besoin du regard de la diplomatie française et de la doctrine, notamment sur les évolutions du contentieux européen international dans ce domaine. Donc, voilà nos deux thèmes des deux tables rondes de cette séquence. Donc, je remercie M. Julien Morino-Roos, M. Pierre Beckers, Mme Mylène Blanchard et M. le professeur Laurent Néré qui ont accepté d'intervenir. Très rapidement, pour vous présenter avant de passer au fond, Monsieur Julien Morino-Roos, vous êtes magistrat, vous êtes sous-directeur de la négociation et de la législation pénale à la DACG. Et dans votre sous-direction, vous avez un bureau, qui est le bureau de la négociation pénale européenne et internationale, qui a récemment porté la voix du ministère de la Justice dans le cadre des négociations de la directive de l'Union européenne pour la protection pénale de l'environnement, qui a été adoptée le 11 avril 2024, mais qui a aussi participé aux négociations de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection pénale de l'environnement, qui sera ouverte à la signature le 3 décembre prochain. Et vous interviendrez pour la première table ronde. Monsieur Pierre Beckers, vous êtes magistrat, vous êtes actuellement conseiller justice affaires pénales à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, et il se trouve que vous avez participé aux négociations de la directive environnement au début des négociations, puisque vous avez vous-même travaillé au bureau de la négociation pénale européenne internationale. Vous interviendrez aussi pour la première table ronde. Madame Mylène Blanchard, vous êtes magistrate détachée auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes sous-directrice des droits de l'homme et à ce titre, vous suivez plus particulièrement, mais pas seulement, mais plus particulièrement le contentieux porté devant la Cour européenne des droits de l'homme. Des arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'homme ont été cités. Il sera intéressant d'avoir votre regard sur ce contentieux. Et vous interviendrez pour la deuxième table ronde. Et puis, monsieur le professeur Laurent Néré, vous êtes agrégé de droit privé et de sciences criminelles. Vous enseignez à l'université à Sciences Po, Paris. Dès votre thèse de doctorat, vous vous êtes intéressé au droit de l'environnement. Vos travaux portent sur la réparation du préjudice écologique, sur la responsabilité sociale des entreprises et sur la répression des atteintes graves à l'environnement. Et j'espère ne pas avoir oublié des thèmes. Alors, sans plus tarder sur le fond, et nous pouvons commencer pour la première table ronde, la place du ministère de la Justice dans le processus de négociation européenne et internationale. Alors, Monsieur Julien Morino-Roos, dans quelle mesure, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure la lutte contre la criminalité environnementale a-t-elle constitué une priorité, si elle a constitué une priorité, pour le ministère de la Justice au niveau européen et international? Oui, donc bonjour à toutes et tous. Effectivement, cette négociation a constitué l'une des priorités de la France, notamment puisqu'elle est en partie intervenue au cours de la période pendant laquelle la France présidait le Conseil de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, il y avait un enjeu tout particulier à faire vivre et animer ces négociations de la manière la plus dynamique possible. Et c'est déjà en cela qu'il y a une forme de priorisation. Après, cette priorité, elle est en phase et en ligne avec ce qui est l'action du ministère de la Justice et notamment de la Direction des affaires criminelles et des grâces en matière pénale. Tout à l'heure, vous avez eu l'intervention de Madame la directrice sur tout ce qui a pu évoluer dans notre cadre juridique interne et en matière de politique pénale, en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. Et c'est en cohérence aussi avec cette action que l'action du ministère de la Justice et notamment du Bureau de la négociation pénale européenne et internationale que vous avez évoqué s'inscrivait. L'objectif, en fait, à travers tout cela, c'était aussi de tirer partie de toute l'analyse qui peut être faite notamment par les bureaux d'action publique, je pense au bureau économique et financier et de la santé publique, donc, enfin du droit pénal économique et financier, donc de la direction des affaires criminelles et des grâces, qui, à travers les remontées d'informations, à travers toute l'appréhension du contentieux, peut alimenter les analyses qui vont, elles, servir à l'élaboration des positions qui vont être les positions de la France dans le cadre des négociations. De manière générale, c'est comme ça qu'on procède, en sollicitant aussi l'analyse des bureaux d'action publique pour alimenter la réflexion et l'analyse, notamment des propositions qui sont portées par notamment la Commission européenne pour eh bien, avoir un œil technique et opérationnel. C'est l'intérêt aussi de cette direction
et des bureaux qui sont constitués de magistrats judiciaires qui ont une appréhension technique, opérationnelle du contentieux, des affaires, et qui, de ce point de vue-là, peuvent là aussi alimenter utilement les négociations, les réflexions. Ce qui en était ressorti, c'est notamment cet enjeu de spécialisation des acteurs, qui est au cœur notamment des négociations qui ont pu se tenir tant dans les enceintes de l'Union européenne que par ailleurs, comme ça a été évoqué, au Conseil de l'Europe, en mettant en avant ces enjeux de spécialisation, plus généralement de coordination des actions, puisqu'on est parfois à la frontière entre l'administratif et le pénal. Notamment, il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent intervenir. Et là aussi, la direction des affaires criminelles et des grâces a été à chaque fois vigilante aussi dans les positions portées à être en cohérence. Cette cohérence aussi, et c'est avant tout, et c'est l'objectif poursuivi avec cette sous-direction de la législation et de la négociation au sein de la direction, c'est la cohérence avec les autres normes de l'Union européenne et la cohérence avec aussi notre cadre juridique interne. Non pas que l'objectif soit de ne faire que finalement de notre droit un étalon indépassable dans le cadre des négociations, mais bien au contraire de s'assurer que si ce droit évolue à la faveur du droit de l'Union européenne, c'est en cohérence et dans le prolongement, en tout cas pour que ça puisse s'articuler au mieux avec nos catégories juridiques, avec nos traditions juridiques, pour faire en sorte que ce qui va être négocié soit à la fois ambitieux, fasse progresser notre droit sans bousculer les catégories. Et c'est comme ça que s'est inscrit un peu ce chantier prioritaire dans le cadre des négociations qui ont pu être menées à l'époque, dans cet objectif d'harmonisation visant à assurer une plus grande reconnaissance et confiance mutuelle dans le prolongement de ce qui va être plus généralement l'action des autorités françaises devant les institutions européennes. Monsieur Pierre Beckers, merci. Monsieur Pierre Beckers, c'est donc une priorité portée par le ministère de la Justice. Comment cette priorité a-t-elle été portée à Bruxelles ? Bonjour à toutes et tous. Je dirais que ça a d'abord commencé avant le début de la présidence française et avant même le dépôt de son initiative législative par la Commission européenne. C'est assez classique à Bruxelles que la Commission européenne, bien en amont, consulte les États membres sur les futures propositions législatives qu'elle mettra sur la table. Et à cet égard, puisque la Commission savait que la France porterait beaucoup ce sujet de la lutte contre la criminalité environnementale, on a été beaucoup consultés. Et je parle ici à la fois comme ancien membre effectivement du bureau de la négociation pénale européenne et internationale, mais aussi comme actuel membre de la représentation permanente, parce qu'on fonctionnait beaucoup en binôme sur ce sujet-là. Et notamment, la Commission européenne était très intéressée par la manière dont, par exemple, le statut de partie civile fonctionnait en France, notamment dans le cadre du contentieux environnemental. Et donc, on avait été amené à beaucoup présenter notre droit, expliquer ce qui pouvait être fait ou non. Et ça a eu une traduction directement dans la proposition de la Commission européenne et désormais dans le texte final, puisque c'est l'article 15 de cette directive qui offre notamment un certain nombre de droits pour notamment un certain nombre d'organisations ou d'associations pouvant aller en fonction des États membres jusqu'à la reconnaissance d'un statut de partie civile. Et en écho à ce que disait Julien, il y avait aussi la nécessité, pour avoir un texte qui soit ambitieux et qui soit opérationnel, justement, de faire aussi prendre conscience à la Commission de la nécessité d'assurer une flexibilité à cette directive, que ce soit un instrument qui soit capable de s'insérer dans les ordonnancements juridiques de chacun des États membres. On a des pays de common law au sein de l'Union européenne, on a des pays qui ont plutôt une responsabilité civile, typiquement sur les personnes morales, et pas de responsabilité pénale, donc il faut trouver quand même des notions qui soient susceptibles de s'insérer dans tous les cadres juridiques. Et donc un des travaux qui a été de la représentation permanente a été aussi de sensibiliser la Commission européenne à certaines notions dont il fallait peut-être abandonner la définition aux États membres plutôt qu'à la rigidifier dans le texte de la directive. Et c'était notamment le cas de la notion de négligence au moins grave qui, ce faisant, va pouvoir trouver une traduction dans chaque droit en partageant l'objectif, bien évidemment, de lutte contre des infractions qui peuvent être commises par négligence au moins grave, mais encore une fois, dans des cadres juridiques nationaux qui sont adaptés. Et puis une fois que la proposition de directive est donc sur la table,
là, on a vraiment bénéficié de la présidence française du Conseil, puisque c'est dans ce cas-là la représentation permanente qui préside les groupes de travail, et avec l'avantage de pouvoir justement fixer le nombre de réunions, déterminer en lien ici avec les services parisiens les ordres du jour, les documents de travail, donc finalement de décider par quel bout on commence la négociation, quels sont les sujets qu'on met sur la table en priorité ou non, comment est-ce que sur la base des retours des États membres, on rédige les propositions de compromis. Et donc sur la proposition de directive est sur la table en décembre 2021, on prend la présidence en janvier 2022. Entre janvier 2022 et fin mai, il y a 10 groupes de négociation qui sont organisés rien que sur ce texte, qui était estampillé comme une des priorités de la présidence française du Conseil, avec un colloque également à Marseille qui avait permis de rassembler des praticiens, des universitaires, des magistrats, des représentants des forces de sécurité intérieure pour aussi accompagner cette dynamique de négociation et qui a permis en juin 2022 d'avoir un accord partiel sur toute la première moitié du texte qui était sur les éléments constitutifs des infractions pénales. Merci beaucoup. Vous avez évoqué l'article 15, et alors j'en viens à une troisième question pour Julien Morinos. Je comprends que l'article 15 constitue une avancée par rapport dans ces textes. Quelles sont les autres avancées ou les avancées que vous identifiez dans la directive, mais aussi dans la Convention du Conseil de l'Europe ? Alors les avancées sont assez similaires dans les deux textes parce que justement l'enjeu a été de les rendre assez cohérents dans le type d'ambition avec un élargissement des infractions qui sont visées et qui sont définies à travers ces deux instruments et également aussi les mêmes ambitions en termes de sanctions, avec bien sûr une importance particulière pour toutes les mesures de réparation, pour la prise en compte aussi des personnes morales, comme l'a évoqué rapidement Pierre dans son intervention. L'objectif était effectivement là-dessus d'avoir des avancées qui permettent de rapprocher les législations, tant au sein de l'Union européenne que par ailleurs au sein des États parties du Conseil de l'Europe. Pour être plus précis sur la liste des infractions, pour illustrer les choses, par rapport à la précédente directive de 2008, la nouvelle directive définit, on passe de 9 à 20 infractions dont la définition est harmonisée en incluant de nouveaux types de comportements, notamment ceux qui touchent au trafic de bois, au recyclage illégal de composants polluants des navires, d'infractions graves en matière de législation sur les produits chimiques. Donc, tout ça, c'est autant d'infractions qui ont été inclus dans le champ de la directive et pour lesquelles les États membres se sont entendus sur une définition commune. Il y a plus généralement aussi cette notion d'infraction qualifiée avec une notion d'intentionnalité renforcée lorsque les actes ont été commis avec l'intention de causer des destructions ou des dommages irréversibles ou durables à l'environnement, où là aussi on a créé des circonstances aggravantes harmonisées pour avoir là aussi un cadre juridique commun au sein, donc là s'agissant de la directive de l'Union européenne. Donc évidemment on a évoqué cet article 15, peut-être que Pierre le rappellera plus généralement sur tous les travaux qui ont pu avoir lieu autour de cette notion d'écocide ou de ce qui pouvait s'en rapprocher avec tous les débats auxquels ça a pu donner lieu. Mais ça a été une véritable avancée, mais une avancée qui a été complexe et qui est aussi assez révélatrice de ce que peut donner une dynamique de négociation, avec notamment une recherche de compromis avec les Allemands, avec les Suédois, et de porter des propositions communes. Ça permet de faire avancer de manière absolument déterminante les négociations, notamment sur des points très durs ou très polémiques qui permettent d'aboutir plus généralement sur l'ensemble de l'instrument. Après, sur les sanctions et qui concernent tant les personnes morales que physiques, l'enjeu a été d'harmoniser des seuils de peine avec certains comportements qui peuvent être punis d'au moins 10 ans dans chacun des États membres, notamment lorsque les infractions sont intentionnelles et qu'elles ont pu être à l'origine du décès de personnes. Donc ça, c'est aussi une des avancées du texte, avec aussi d'autres seuils pour des infractions moins graves qui vont de 5 à 8 ans.
Et puis, s'agissant plus particulièrement des personnes morales, c'est l'enjeu des sanctions financières qui a été important, avec un pourcentage de chiffre d'affaires, donc de 5% dans certains cas, et de 40 millions d'euros. Donc ça, c'est pour les infractions les plus graves. Et sinon, un seuil de 3% à 24 millions d'euros dans les autres types de comportements. Et donc après, il y a tout ce que j'évoquais sur ces peines complémentaires, toutes ces mesures qui vont viser à la remise en état, puisque évidemment, c'est incontournable. Donc ça, c'est pour ce qui est sur le volet de la directive, donc négociée au sein de l'Union européenne. Et après, il y a eu cette phase de négociation au sein du Conseil de l'Europe. Je n'alourdirai pas les débats avec tous les enjeux qu'il y a pu y avoir en termes de compétences des États membres, de compétences de l'Union européenne pour négocier, puis à terme pour signer. L'enjeu est en tout cas celui de la cohérence entre ce qui a été négocié au sein de l'Union européenne et ce qui va être négocié collectivement et de manière articulée entre les États membres devant le Conseil de l'Europe, pour que, évidemment, on n'ait pas des choses contradictoires, mais qu'aussi on ait des ambitions qui ont été portées au sein de l'Union européenne, qui viennent à être portées au sein du Conseil de l'Europe pour faire avancer ces combats par-delà l'espace de l'Union européenne, mais aussi à travers celui donc, du Conseil de l'Europe. Parce qu'évidemment, il y a des enjeux aussi liés aux entreprises, et l'idée étant que plus ces règles s'appliquent largement, plus après, eh bien, elles ont vocation à avoir un impact au-delà des frontières nationales. Donc là aussi, il y a eu notamment sur cet enjeu des infractions graves, et notamment de l'équivalent de l'écocide, de reprendre finalement une définition très proche dans les deux instruments pour assurer la cohérence, et là aussi d'avoir une liste d'infractions qui soit élargie s'agissant des comportements qui sont réprimés, et qui sont réprimés de manière cohérente, où là aussi on a un champ qui est assez cohérent. Voilà, je pense que ça donne un premier aperçu, qu'après éventuellement... Et Monsieur Beckers, peut-être du côté de la Commission, est-ce que vous voyez d'autres apports, d'autres avancées à mentionner, notamment par rapport à la directive? Je crois qu'il y a un sujet qui est une vraie avancée, peut-être dont je voudrais un peu parler, parce qu'il a encore une résonance aujourd'hui à Bruxelles, c'est vraiment celui des niveaux de sanctions pour les personnes morales. Ça a été un sujet très compliqué à négocier au sein du Conseil, c'est-à-dire donc entre les 27 États membres, puisque la proposition initiale de la Commission européenne, c'était de considérer qu'il fallait une harmonisation des sanctions prévues pour les personnes morales pour toutes les infractions prévues par la directive, peu importe les conditions d'engagement de la responsabilité des personnes morales, uniquement par référence à un pourcentage de chiffre d'affaires mondial total calculé par rapport à l'exercice précédent, la décision qui imposerait l'amende, et avec aussi une prise en compte des gains illicites générés. Ça a été très compliqué parce que c'était la première fois qu'on harmonisait les niveaux de sanctions pour les personnes morales. On sait faire ça depuis plus de 20 ans pour les personnes physiques, où on a effectivement dans différentes décisions cadres et directives des quantas de peines d'emprisonnement minimales, maximales qui sont prévues, mais c'était la première fois qu'on le faisait pour les personnes morales. Et donc il y a eu une très grosse discussion sur est-ce qu'on le fait pour toutes les infractions? Est-ce qu'on le fait pour tous les cas d'engagement de responsabilité des personnes morales? Est-ce qu'on fait du pourcentage ou est-ce qu'on fait des chiffres clairs en euros, des montants d'amende fixes? Et donc le compromis, et c'est un compromis à 27 et en plus un compromis aussi avec le Parlement européen ensuite, c'est le compromis qui est de dire qu'on le fait lorsque l'infraction uniquement est une infraction intentionnelle, lorsque c'est une infraction qui est commise par un organe ou représentant de la personne morale agissant pour le compte de celle-ci, donc pas l'hypothèse du défaut de surveillance ou du défaut de contrôle qui a permis la réalisation du dommage. Et on a laissé cette alternative entre la méthode du chiffre d'affaires total mondial ou la méthode de l'amende. Et ce précédent-là a ensuite été dupliqué dans d'autres négociations par la suite. Je pense notamment effectivement à la directive qui est relative à la violation des mesures restrictives de l'Union dans le contexte de la guerre d'agression en Ukraine. Et aujourd'hui, au sein du Conseil, c'est à chaque fois l'étalon de référence de « on a fait ça », il faudrait également l'importer dans tel instrument, à tel point que le Conseil aujourd'hui, pour accélérer ces processus de négociation, réfléchit à ce qu'on appelle des dispositions types, en se disant pour telle question, on pourrait à chaque fois reprendre le précédent de tel instrument. Et l'étalon, c'est à chaque fois la directive sur la protection de l'environnement par le droit pénal et ce qu'on a fait sur la responsabilité des personnes morales. Donc, il
faut bien évidemment singulariser ce qui a été fait dans cette directive et ne pas forcément le dupliquer partout, mais c'est vrai que ça a été un apport important non seulement pour la matière environnementale, mais je dirais plus largement pour le droit pénal de l'Union, parce que c'est un vrai précédent et un vrai marqueur qu'on retrouve désormais dans toutes les négociations. Et j'en conclus avec une dernière question, j'ose une dernière question, puisque vous m'y invitez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur les évolutions et l'actualité à Bruxelles sur le sujet environnement ? Le sujet de l'environnement existe toujours. Alors non seulement il y a la question de la transposition de cette directive, mais le vrai sujet, c'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal, où l'Union européenne va adhérer à cette convention. Et actuellement, le débat que l'on a à Bruxelles, c'est dans quelle mesure l'Union doit-elle adhérer à cette convention, puisque quand l'Union européenne doit adhérer donc à une convention internationale, la question c'est de savoir si cette convention internationale porte sur une matière qui correspond déjà à du droit de l'Union, ou est-ce qu'en tout cas c'est un contenu dans cette convention qui est susceptible d'altérer la portée des règles de droit de l'Union. Et si on répond oui à l'une ou l'autre de ces questions, ça veut dire que l'Union européenne a une compétence externe exclusive, à l'exclusion des États membres, pour pouvoir conclure ces conventions internationales. Et donc il y a aujourd'hui un débat au sein du Conseil de savoir si, compte tenu du contenu très très proche entre la directive et la convention, est-ce que l'Union devrait être la seule à adhérer à cette convention en son nom et au nom des 27 États membres ou pas. Et on a actuellement des discussions assez intenses au sein du Conseil pour négocier la décision qui autoriserait l'Union à adhérer à cette convention en vue de la signature, donc notamment à Strasbourg le 3 décembre. Donc c'est un sujet qui est en pleine actualité, pas plus tard que vendredi encore au Conseil, nous en parlerons. Merci beaucoup. Et donc je me tourne vers les intervenants pour la deuxième table ronde sur le contentieux international de l'environnement. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, pourriez-vous nous dresser un panorama rapide, malheureusement, du contentieux en matière d'environnement et de climat au-delà de nos frontières, dans une dimension à la fois comparée et internationale? Je vous demande beaucoup. Je vous remercie, mais je vais faire ce qu'il ne faut jamais faire, c'est une introduction. Je voudrais faire un peu l'ancien combattant peut-être de la table ronde, parce que un forum comme celui-ci paraît évidemment plein de sens. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé en tant que juriste, privatiste sur ces sujets, ce n'était pas le même auditoire, ce n'était pas le même accueil, et la transformation dans un temps aussi court a été très forte. Le préjudice écologique, quand nous avons travaillé à écrire la loi qui est entrée dans le Code civil, si ça se posait aujourd'hui, n'aboutirait pas. Je rappelle aussi que le droit civil s'est fait aussi à coup de catastrophe. Nous étions après l'affaire de l'Erika. Je pense au droit pénal. Dans cette salle, je me souviens avoir remis à la ministre de la Justice, la même qui avait commandé les rapports sur le préjudice écologique, un rapport sur le droit pénal de l'environnement, des écocrimes à l'écocide, et ensuite les choses ont avancé avec des juridictions spécialisées. Aujourd'hui, il y a aussi cet observatoire des litiges à la Cour de cassation, des nouveaux litiges qui travaillent, j'en vois certains membres ici, sur les enjeux de RSE. Donc je crois que c'est important aussi de témoigner et de se rappeler, il y a de nombreuses personnes qui, dès le début ici aussi, je pense à l'OCLAESM, ont fait petit, mais ces petites choses ont fait de grandes choses aujourd'hui, et les instruments tels que vous les évoquez, messieurs, sont des instruments qui s'inscrivent aussi dans une continuité française, et cette marque française est une marque qui, j'étais à Oxford la semaine passée, est très ambitieuse et très avancée. Il faut s'en réjouir. En quelques minutes, parler du sujet international, tout simplement parce que l'environnement n'est pas une chasse gardée, bien entendu, parce que ce soit le changement climatique ou les atteintes à la biodiversité, il y a une solidarité évidente qui impose, dans la pratique et dans les droits, un certain nombre de regards vers l'extérieur, que ce soit un dialogue avec parole ou sans parole. Dans l'expérience des 7 années passées au Conseil constitutionnel auprès du président, je peux dire, sans dévoiler quoi que ce soit, que les réunions internationales entre juges qui ont eu lieu, je me souviens il y a 2 ans, au moment du
G20. Et le Brésil avait organisé toute une semaine autour de la justice. Les sujets étaient l'intelligence artificielle, la question de l'état de droit et puis l'environnement. La COP qui se tiendra à Belém en Amazonie au mois de novembre aura également une séquence consacrée pendant 2 jours au sujet de la justice. Et là, quand les juges, les juridictions, les dialogues qu'on a eus avec la Cour européenne des droits de l'homme, avec la Cour pénale internationale, avec les juges de la Cour internationale de justice, et au-delà, sont des dialogues dans lesquels les mêmes questions se posent, la manière de les traiter peut être différente. Je dirais dans ce contentieux, donc un mouvement croissant, c'est la comptabilité faite aux États-Unis d'environ 2500 contentieux, avec un contentieux pluriel par les noms, on les cite, ça nous fait voyager à chaque fois. Our Children Trust, Urgenda, Mar Menor, Milieu défensif, Verain Climatizaren, où il y a aussi, on parlait tout à l'heure de ce fermier péruvien. Les acteurs aussi sont multiples, la société civile, les États, les entreprises, que ce soit des acteurs qui agissent ou qui sont en défense. Tous les espaces de résolution des litiges sont concernés, bien entendu les juridictions, mais aussi les nationales, régionales, internationales, le tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de justice, je le disais, la Cour pénale internationale ou la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais pas seulement, également la résolution des litiges par la voie de l'arbitrage international, l'arbitrage d'investissement, ou encore, on connaît l'affaire qui concerne la France, de la Montagne d'Or en Guyane, une affaire d'arbitrage, et au-delà des questions d'arbitrage international, aussi de l'arbitrage commercial. Voilà qui nous mène aussi à être réaliste, parce que dans tous ces mouvements, il y a des avancées, mais il y a aussi beaucoup d'éléments compliqués. C'est ce qui mène d'ailleurs à ce que le contentieux environnemental et climatique le plus dense se situe aux États-Unis, mais c'est celui dont on parle peut-être le moins, parce que c'est là où les avancées sont moindres, et j'en parlais juste tout à l'heure avec les enjeux, notamment en termes de séparation des pouvoirs, de légitimité d'intervention du juge. Donc aux États-Unis, il y a 2 ans, la Cour suprême a opéré un revirement de jurisprudence, comme elle l'a fait quelques semaines auparavant à propos, c'était dans la même session, du droit à l'avortement, pour limiter le pouvoir de l'Agence nationale en matière de sanctions notamment et de réglementation climatique. Je mettrai juste un coup de projecteur sur ces 2 décisions, ces 2 avis consultatifs dont on a parlé, l'avis consultatif de cet été de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice. Que nous disent-elles si dans notre état d'esprit national? Elles ne disent pas seulement que les États peuvent être responsables en matière climatique. Ce qui est intéressant, c'est des termes qui sont transversaux, qui peuvent être utilisés à l'échelle nationale, non seulement par des juridictions administratives, mais aussi des juridictions de l'ordre judiciaire. Parce que la Cour internationale de justice évoque d'une manière très précise, elle ne peut pas aller plus loin, mais les obligations climatiques des acteurs privés, rendant responsables les États s'ils ne prennent pas en compte ce type d'obligations, en pointant du doigt ceux et celles qui sont les plus pollueurs. Et là, je pense à la Charte de l'environnement, qui traduit dans notre droit français le principe pollueur-payeur. Et ce qui est tout à fait novateur aussi, c'est qu'il existait bien un principe de réparation des atteintes à l'environnement à l'échelle internationale, après un arrêt Costa Rica contre Nicaragua, mais qui n'était pas du tout allé très loin sur les questions de réparation. Là, les principes sont principes de réparation intégrale, avec, et je peux vous dire que les scientifiques et les scientifiques qui conseillent des entreprises qui ont une charge environnementale importante nous le disent très clairement, et la Cour le relate, et ce n'est pas du tout quelque chose de révolutionnaire. On peut déterminer avec certitude quelle action individuelle d'une personne privée ou d'une personne morale de droit privé, quel est le pourcentage de son action sur l'état du changement climatique, et également sur tel événement climatique majeur. C'est la raison pour laquelle, dans l'affaire dont on a parlé à propos de cet agriculteur péruvien, la Cour allemande, d'une manière unanime, a clairement dit que le principe de la responsabilité de l'entreprise était acquis.
c'est-à-dire qu'elle avait bien une obligation, elle causait bien à hauteur de 2,4% changement climatique, et elle était à cette hauteur responsable de ce qu'il y a la fonte de ce glacier. Mais ici, le lien de causalité avec le risque dans les trentaines d'années que cette personne-là soit touchée, c'était davantage limité. Voilà, c'était un panorama très général sur ce droit comparé. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez déjà abordé quelques leçons générales qu'on peut tirer de ce panorama, de ce contentieux. Peut-être que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus. Alors, les points clés qui me semblent essentiels et que j'ai entendu et j'entends systématiquement où que l'on soit. La première question, puisqu'on parle de justice, c'est celle de la légitimité du juge. Cette question se pose selon les types de régimes, et notamment dans une culture anglo-saxonne, dans le cas du droit anglo-saxon, que ce soit les États-Unis ou le Royaume-Uni, la question d'intervention du juge dans le domaine environnemental n'est pas évident, parce que ce que disent souvent les juges, c'est que du point de vue de la séparation du pouvoir, il n'appartient pas ou il n'appartient peu aux juges d'intervenir dans ce domaine. C'est une question de, dit-on en anglais, regulation et pas de litigation. Donc la régulation et pas la justice. C'est assez culturel finalement. Ça n'a rien de très novateur. Ça vaut dans tous les domaines et c'est pas lié au climat en particulier. C'est le moins de justice possible. Et d'ailleurs, vous parlerez, madame, de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2024 dans les affaires climat, en tout cas celle qui concernait la Suisse. Il y a eu une opinion séparée du juge anglais disant clairement que dans une démocratie fonctionnelle, la Cour joue un rôle subsidiaire par rapport au pouvoir législatif et exécutif. Donc clairement, il y a ce rapport particulier en se disant quel est le rôle du juge. Mais il peut dire qu'avec certitude, tous les juges qui s'expriment et qui rendent des décisions dans ces domaines le disent clairement, ils ne font pas la loi, ils appliquent la loi par application de la théorie de droit vivant qui est interprétée à la lumière de la réalité des contentieux, et qu'il y a ici non pas substitution, mais une complémentarité. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est l'intérêt à agir. On le sait clairement, qui peut agir au nom d'intérêts qui sont souvent collectifs. Alors là, il y a des interprétations et des lectures différentes. En droit français, c'est très ancien. On sait que l'action dans le cadre d'un intérêt collectif repose souvent sur ceux et celles qui ont un intérêt à agir, que sont notamment des associations et ou des syndicats qui se sont vus reconnaître suffisamment de sérieux pour le faire. Les Allemands ne sont pas du tout dans cette perspective. Eux, ils préfèrent les actions d'individus dans l'affaire climat et dans les décisions climat rendues par la Bundesverfassungsgericht. Le tribunal a déclaré irrecevables les actions des associations, mais recevable l'action des individus, la Greta Thunberg allemande, par exemple, tout à fait originale. La Cour européenne des droits de l'homme a dit attention sur les questions de recevabilité, c'est un cas très particulier et il faut permettre à des associations d'agir. Mais cette question est une question centrale, effectivement. Sur les derniers points, sur ce que cela nous dit de la justice, ce que l'on voit d'une manière également transversale, c'est le fait que le juge devient aussi un juge de la science, en ce sens que, quand on lit les décisions du Conseil d'État ou les rapports des uns et des autres, il y a tout un travail qui est enraciné dans la science. Non pas que la plume de la décision soit tenue par le scientifique, elle est tenue par le juriste, mais le juriste ne crée pas ou n'applique pas une norme qui n'est pas éclairée à hauteur d'un autre office. Et ça, c'est tout à fait caractéristique, même est-ce original? Non, en matière économique, je dirais que c'est aussi la même chose, c'est le rapport à l'expertise, mais c'est vraiment important, et on voit à quel point on comprend pourquoi certains attaquent la science, et pourquoi il y a ce backlash. Rappelez-vous, un certain président délicieux d'une certaine puissance a dit à la tribune des Nations Unies la semaine dernière que le changement climatique, c'était un con job, je vous laisse traduire. Le juge devient aussi juge du global, parce que, on l'a dit, c'est la théorie de la goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est pas parce qu'un individu est un parmi plusieurs, ou un État un parmi plusieurs, que la dilution des causalités entraîne une dilution, une absence
de responsabilité. Tous les juges le disent. Ce qui est tout à fait aussi original, c'est la question d'une forme d'extraterritorialité de la manière d'apprécier les choses. Le Conseil constitutionnel, quand il dit que le législateur respecte la Constitution sur le fondement du droit de protéger l'environnement comme patrimoine commun des êtres humains, parce que si une loi et si une action est interdite parce qu'elle est dangereuse en France, elle l'est également ailleurs, c'est tout à fait original. Et je terminerai, mais ça vous l'avez dit, évidemment, j'imagine, Valérie, c'est la question du juge du futur. Non pas un juge du futur qui serait un juge qui mettrait en contradiction le présent avec le futur, mais qui les agencerait ensemble. Et voilà pour les points que je peux relever. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Madame... Madame Blanchard, on l'a dit, vous suivez tout particulièrement le contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, comment les droits de l'homme sont-ils mobilisés par des requérants dans le cadre du contentieux environnemental ? Merci Christina. Merci Madame le secrétaire général également de me permettre d'apporter ma petite pierre à cet énorme édifice. Ce que je peux vous dire en tant que co-agent du gouvernement devant la Cour, c'est qu'on a constaté évidemment une augmentation notable des contentieux environnementaux au niveau international et qui font appel aux droits de l'homme, et pour plusieurs raisons, notamment parce que le droit international de l'environnement n'a pas de système de règlement des conflits aussi effectif que ne l'ont les juridictions internationales. Il n'y a pas de cour internationale de l'environnement à l'heure actuelle. Donc ça bloque un petit peu, et malgré tout, la CEDH, elle traite depuis longtemps des questions environnementales de manière indirecte, par le biais de droits qui sont prévus dans la Convention, puisqu'il n'y a pas de droit à un environnement sain dans la Convention qui soit prévu à l'heure actuelle. Même si des discussions sont en cours, peut-être qu'on aura le temps de revenir dessus, mais j'en doute. Donc il n'y a pas de droit à un environnement sain, mais la CEDH le traite de manière indirectement. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 300 décisions devant la CEDH qui concernent le contentieux environnemental. Toutefois, ça portait surtout sur des questions de pollution localisée, type pollution générée par une usine, et qui est traitée sous l'angle d'atteinte au droit à la vie privée et familiale. Donc l'article 8 de la CEDH, de la Convention. Et plus récemment, c'est développé un contentieux qui fait le lien entre droits de l'homme, protection de l'environnement devant la Cour, avec le changement climatique, la liberté d'expression, notamment de ceux qui veulent se battre pour le droit à l'environnement. Et on élargit le domaine du contentieux environnemental par le biais des droits de l'homme. C'est aussi la richesse de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Convention qui est un instrument vivant. Merci beaucoup. Alors, vous nous invitez à vous poser une deuxième question, qui est celle du rôle d'une juridiction spécialisée telle que la Cour européenne des droits de l'homme et des évolutions que vous pouvez noter dans votre suivi. Oui, donc vous vous doutez bien que la Cour européenne des droits de l'homme a un rôle très important pour permettre la protection juridictionnelle effective des droits des individus dans le contexte de la triple crise planétaire. Elle a par ailleurs un rôle complémentaire à celui des juridictions internes, on l'a déjà évoqué, et avec des particularités, notamment le fait, et vous l'avez mentionné, monsieur le professeur, que les atteintes environnementales, elles ont souvent une dimension collective globale. Donc comment appréhender ces atteintes sous l'angle des droits individuels ? Comment faire pour que la Convention qui s'applique dans un ressort territorial limité puisse aussi poser des questions sur la recevabilité. C'est ce que vous avez commencé à mentionner, c'est une question très technique, mais comment des individus peuvent, dans un contentieux très technique où l'accès à la preuve, et ça on l'a mentionné aussi dans les autres tables rondes, la preuve du changement climatique, quel est le standard de preuve à appliquer, parce que c'est vrai que les effets se feront ressentir plutôt dans le futur. Donc est-ce qu'il faut se référer au principe de précaution ? C'est ce que fait la Cour dans certaines affaires. La question de la proportionnalité aussi, puisque en l'absence d'un droit à un environnement sain qui soit inscrit dans la Convention ou dans un protocole additionnel, quel poids est-ce qu'on peut donner aux considérations environnementales dans le contrôle de proportionnalité qui est opéré par la Cour lorsque sont en jeu des intérêts ou des droits parfois contradictoires. Donc les évolutions, c'est ce qu'on a commencé à évoquer sur le dernier arrêt de la CEDH en 2024, Verein Klima Seniorinnen Schweiz et autres contre Suisse, en avril 2024. La Cour
sur les évolutions. Elle a mis en avant la pertinence du recours à des entités collectives pour assurer la défense des droits individuels dans les domaines complexes tels que l'environnement et plus particulièrement le changement climatique. La Cour note que plusieurs éléments militent en faveur de l'octroi aux associations de la qualité pour agir dans les affaires climatiques portées devant la Cour, notamment le fait que l'action collective peut parfois être le seul moyen d'action dans ce contexte particulier. Donc, si j'ai le temps juste de parler de ce que j'ai mentionné sur la volonté au sein du Conseil de l'Europe d'adopter un instrument contraignant ou un instrument tout court qui viserait à inscrire dans la Convention ou dans un protocole additionnel le droit à un environnement sain, ça fait depuis 3 ans qu'à Strasbourg, on discute de cette possibilité-là. Toutefois, pour l'instant, ça n'a pas encore abouti parce qu'on n'a forcément pas une majorité au sein du Conseil de l'Europe, une majorité suffisante d'États en faveur d'un nouvel instrument. Et au dernier groupe qui regroupait tous les agents des gouvernements, on avait déjà du mal à se mettre d'accord sur est-ce qu'on adopte un instrument et si oui, est-ce qu'il doit être contraignant ou non contraignant. Donc les discussions sont vraiment en cours et nous, en tout cas, on œuvre pour une position pour adopter un instrument contraignant, pour uniformiser un peu la jurisprudence de la Cour et donner vraiment les instruments pour les individus et les requérants pour vraiment lutter et protéger leurs droits pour l'environnement. Merci beaucoup. Si c'est permis, une dernière question au professeur Néré, parce que, monsieur le professeur, vous avez utilisé une expression que j'ai marquée. Vous avez dit que ce qui est intéressant aussi, le fait d'observer le contentieux européen international, c'est ce que cela nous dit de la justice. Alors, quel imaginaire, et ça sera la conclusion finalement de cet après-midi, quel imaginaire ce contentieux européen international peuvent-ils produire pour la construction d'un droit mondial de l'environnement ? Je trouve que par rapport à cet état et le diagnostic que l'on peut faire qui est catastrophique, cataclysmique, et face à un mouvement juridique qui lui croissant, qui fait le maximum, parfois c'est utile de s'arrêter et de penser et de réfléchir. Quel imaginaire du droit? À quoi sert le droit? Une réflexion avec un philosophe de l'environnement, Baptiste Morisot, pendant 10 ans sur ces questions, rencontré au moment d'une COP. Et on se demandait, mais finalement, quelle est la raison de ce que le droit appliqué à l'environnement atteint une sorte de plafond de verre? Ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, il y a des causes bien connues, d'un droit dilué, un droit éclaté, un droit qui ne s'appuie pas sur des fondements très, très solides, parce que c'est un droit qui est né spécial, quand les autres droits sont nés spéciaux après qu'il y a eu des droits généraux. C'est tout à fait original. Mais il y a une forme de cause inconnue à cette forme de fragilité actuelle du droit à l'égard de l'environnement, et fragilité qui finalement rend d'autant plus facile la régression, le backlash actuel, les attaques, les atteintes, où le droit et la réglementation est attaqué comme étant à l'origine des maux, et où postérité et prospérité seraient nécessairement concurrentes. C'est l'absence de valeurs fondamentales protégées, à l'image de ce que, rappelez-vous, à la suite de ce qui avait rendu l'humanité aveugle, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité crée, avec Nuremberg, la notion de crime contre l'humanité et reconnaît donc en creux le principe de dignité humaine comme étant ce principe dont qu'on n'a pas vraiment défini, qui est tout homme et tout l'homme, ce principe de la dignité humaine qui est celui qui va continuer à pouvoir faire société, même si il est piétiné, même si dans le réel c'est compliqué, et on voit des exemples aujourd'hui. Pour autant, la société se porte mieux avec que sans. Et quelle serait cette valeur protégée fondamentale pour le droit appliqué à la question de l'environnement, qui serait au même niveau? Alors si on regarde les travaux scientifiques, les travaux philosophiques, ce qui est essentiel, c'est cette question d'interdépendance. Alors certains se disent, parlent d'écocentrisme, d'autres d'anthropocentrisme. En fait, ce qui compte, c'est sûrement cette prise en compte des interdépendances entre l'humanité et toutes les formes de vie. Et derrière ça, il y a une notion qui est l'habitabilité, la notion d'habitabilité pour la vie, pour les humains. Et cette notion d'habitabilité pourrait devenir, comme on le propose là dans un texte, un principe habitabilité, comme il y a eu un principe au XXe siècle qui est le principe dignité. Et pourquoi pas, comme en 1994, le Conseil constitutionnel, je vous rappelle, découvre dans le préambule de 1946 le principe de dignité, d'ailleurs les droits inaliénables et sacrés. Je me souviens très bien de relire les délibérés du Conseil constitutionnel, de voir les propos de Robert Badinter disant « il faut consacrer un principe constitutionnel de dignité parce que nous ne savons pas ce que peut donner demain ».
Et je trouve que ces mots résonnent énormément aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut pouvoir consacrer un principe d'habitabilité qui servirait à permettre d'interpréter les droits à la liberté d'entreprise, le droit au développement, le droit à la protection de l'environnement d'une manière cohérente. Voilà un peu une proposition d'élargissement d'imaginaire. Merci beaucoup. Voilà un sujet sur lequel le ministère travaillera. Merci à toutes et tous. Comme nous sommes encore dans le délai, il me revient de conclure en la période des affaires courantes ne permettant pas au ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice de nous rejoindre pour la conclusion de ce colloque, mais qu'il a fortement soutenu et pour lequel il avait une attention particulière. Donc peut-être vous... Alors, mes équipes m'avaient écrit tout à fait une conclusion sur l'habitabilité, cher professeur Néret. Donc, je ne vais pas me lancer, effectivement, dans la conclusion sur l'habitabilité. Et merci de cette envolée finale. Évidemment, je voulais vous remercier pour l'attention que vous avez portée à ce colloque, les uns les autres, qui a été longuement et passionnellement mobilisé, votre attention durant toute cet après-midi et ces 3 tables rondes. Il me revient effectivement de vous dire que de l'initiative à la réalisation, il y a un long parcours comporté un grand nombre d'acteurs ici présents. Donc, je tenais à remercier très sincèrement, évidemment, la Direction des affaires civiles et du Sceau, comme je l'ai dit, Madame la directrice et vos équipes, Madame la directrice des affaires criminelles et des grâces, ainsi que l'ensemble de vos équipes. Merci également à l'Institut Robert Badinter, merci à l'École nationale de la magistrature, merci à mes formidables équipes du secrétariat général, le délégué au développement durable, la direction de la communication, la DAEI, enfin l'ensemble des acteurs mobilisés. Voilà, nous avons réussi avec vous, avec l'appui des conférences, avec l'appui dans l'ensemble de vos réflexions que vous avez pu porter au quotidien au sein des juridictions, mais aussi vous dans vos travaux d'acteurs du droit mobilisés. Nous avons pu tenir ce colloque et le rendre extrêmement riche et passionnant. Donc merci à vous de l'initiative à la réalisation. Il y a donc vous tous. Donc un grand merci et un grand merci évidemment aux intervenants présents et fortement impliqués dans cette table ronde jusqu'à la dernière minute. On a décidé de publier les actes. Je pense que c'est des actes qui vont être importants, les actes de ce colloque du ministère de la Justice sur la justice environnementale. Ils seront publiés et puis les vidéos sont également accessibles sur YouTube, ce qui vous permet d'avoir une petite notoriété également dans la sphère youtubesque, on va dire ça comme ça, en tout cas à l'occasion de ce colloque et de ce thème d'extrême importance. Merci à toutes et tous et je propose de clore notre très belle après-midi d'échange. Merci à tous.